Bien, bonjour, je vous souhaite d'abord une bonne année et nous allons commencer le cours de cette année. Donc vous voyez l'intitulé ici, le roman du Genji. Ce n'est pas une prise de position, vous pouvez dire le roman de Genji, le dit du Genji, comme vous voulez, je n'ai aucun... Enfin, encore que le titre de roman, la traduction par roman me paraît adéquate pour une certaine raison dont nous pourrons parler plus tard. Mais en tout cas, il n'y a rien de prescriptif, d'ailleurs, comme tout dans ce cours. Et comme vous le voyez, il faut du courage ou de l'inconscience pour se lancer dans cette aventure. Le sous-titre vous rassure un peu, parce que vous voyez poésie, langue et bouddhisme, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait dans l'axe de ce qui a été fait jusqu'à présent. Simplement, je vais essayer d'appliquer cette triade à un texte qui est vraiment particulier dans la culture japonaise. Comme vous le voyez, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai plus ou moins essayé au cours de ces années de garder une suite chronologique. Et là, je fais un retour en arrière, justement, puisque le cours de l'année dernière portait sur Dogen qui est mort en 1253. Ouais. Et le cours d'avant, c'était sur Jien, qui est mort en 1225. Avant cela, nous avions suivi des Kukai, n'est-ce pas, qui date du premier tiers du IXe siècle. Donc j'aurais dû continuer sur cette ligne chronologique. Je fais un retour en arrière parce que, justement, nous sommes vers la fin du cycle des cours que je consacre à cette chaire, n'est-ce pas? Et il me faut avoir le courage d'aborder quelque chose de central et essayer d'appliquer les méthodes et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sur d'autres thèmes. Alors évidemment, il faut une belle inconscience pour oser s'aventurer sans papier presque, n'est-ce pas, en un territoire qui a été extrêmement exploré depuis des siècles, et je reviendrai là-dessus, sur ce caractère central du Genji Monogatari dans la culture japonaise, et par des gens qui étaient autrement mieux armés que moi pour le faire. Une armée de commentateurs et de philologues qui ont cartographié le terrain, dressé la liste des monuments et des paysages où s'arrêter, ils ont soulevé chaque pierre, marqué chaque obstacle. La place fondamentale qu'il a dans la culture japonaise, la place centrale, fait que le roman de Genji souffre l'amateurisme, souffre difficilement l'amateurisme. À l'instar d'autres grands textes, ce qu'on appellerait les textes fondateurs, et je reviendrai sur je consacrerai la plus grande partie de ce cours à cette notion. C'est d'autres grands textes comme on pourrait parler, bien sûr, chronologiquement c'est tout à fait différent puisqu'il s'agit d'un texte du XVIIIe siècle, mais on pourrait trouver un point de comparaison, et là aussi c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir, sinon à la fin du cours, un point de comparaison en Chine, de façon tout à fait anachronique, puisque le rêve dans le pavillon rouge, le Honglomon, n'est-ce pas, le Koromu en japonais, date du XVIIIe siècle. Mais d'un certain côté, il a cet aspect de texte fondamental, de texte fondateur, dans le sens auquel je l'entends. Donc, on a en Chine ce qu'on appelle le Hongshuan, n'est-ce pas, Kogaku, la science du rouge, c'est-à-dire la science du pavillon rouge, qui présente par certains aspects des analogies avec la position du Genji au Japon. En Occident, bien sûr, en Europe, on a la Divine Comédie de Dante, sur laquelle je reviendrai aussi un instant tout à l'heure, qui nous donne une idée de ce qu'est une spécialité centrée sur de tels textes.
On a l'impression donc qu'il s'agit d'une infinie conversation qui remonte à plusieurs siècles, qui continue maintenant, qui se fait, qui continue au Japon et qui s'est étendue à l'époque moderne. Et là aussi, c'est une question intéressante que j'espère pouvoir traiter au moins pendant une partie d'un cours, de cette diffusion du Genji Monogatari et cette nouvelle... Ce nouveau statut qu'il gagne, après avoir gagné un statut, je dirais, moderne à la fin du XIXe siècle, il gagne maintenant un statut international et de façon très, très intéressante. Donc vous voyez, tout ce que je viens de dire ressemble beaucoup à ce qu'on appellerait en rhétorique une captatio bellovensiae, n'est-ce pas? Je viens implorer l'indulgence du public. Non, j'ai bien besoin de l'indulgence de tout le monde en général, mais simplement, c'est simplement pour vous prévenir que je ne traiterai pas le Genji Monogatari d'une façon habituelle. Il va s'inscrire dans la perspective de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et qui est tout à fait différente, dans une certaine mesure, en tout cas, assez différente de ce que l'on trouve dans la recherche habituelle. Bon. Le principe du Collège de France, c'est de faire justement des choses qui ne soient pas habituelles ou ordinaires. Et on pourra peut-être me pardonner de me laisser aller à mes penchants les plus secrets en faisant ce cours. Mais vous verrez que l'on pourra trouver des choses qui ont été peut-être dites, suggérées, pressenties, et qui quand même donnent à ce texte un statut tout à fait particulier. Un statut particulier qu'il a encore au Japon. Jusqu'à il y a quelques années, avant que n'éclate cette fameuse bulle économique japonaise, la fin des années 80 ou début des années 90, et encore maintenant, prospérait au Japon une institution culturelle assez particulière qu'on appelle en japonais standard les bunka senta, c'est la quatrième ligne de ce que je donne là, senta étant la prononciation japonaise de center, n'est-ce pas, donc bunka senta, les centres culturels qui sont maintenant renommés en Karucha Center, n'est-ce pas? Toujours la même chose, mais en plus dévoyé encore. C'est une institution tout à fait particulière. Je pense qu'il doit y en avoir des équivalents dans certains autres pays, mais au Japon, ce sont des espèces d'universités du troisième âge, en quelque sorte, sauf que c'est ouvert à tous. Mais il y a largement, en effet, des gens du troisième âge. Ce sont des cercles d'enseignement fréquentés donc par des gens d'un certain âge, souvent une grande majorité de femmes, mais aussi un public plus jeune et actif, souvent des gens qui sont entrés dans la vie active à leur corps défendant, comme beaucoup, et qui regrettent de ne pas avoir bénéficié d'une culture universitaire littéraire, si bien qu'ils se refont en quelque sorte un cursus universitaire à la carte, dans des conditions tout à fait sérieuses. La plupart de ces enseignants, ce sont donc des institutions privées, mais la plupart des enseignants qui sont recrutés sur contrat plus ou moins annuel, n'est-ce pas, sont des universitaires en général de haut vol. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, vous en avez dans toutes les grandes villes japonaises à peu près. Alors il y en a beaucoup moins qu'avant maintenant, mais il reste un réseau, en particulier le Asahi Culture Center, que l'on retrouve dans toutes les grandes villes japonaises, de Sapporo jusqu'à Fukuoka. Enfin, c'est vraiment c'est quelque chose de très particulier. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder le programme de ces centres culturels. Et en particulier, vous avez une palette complète, ça peut aller de la calligraphie à la physique. Vous avez une importante facette littéraire. Et là, vous avez parfois une dizaine, voire plus, de programmes proposés, de programmes annuels proposés.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça varie chaque année. Ce sont des opérations commerciales, donc ils sont très sensibles à la demande du public. Et ce que l'on remarque, c'est dans le tournus annuel des matières enseignées, vous avez toujours, enfin alors il ne faut jamais dire toujours non plus, mais vous avez la plupart du temps deux grandes œuvres littéraires japonaises qui restent au programme, alors que les autres évoluent. Ça peut changer d'une année sur l'autre. Et d'ailleurs, on fait exprès de changer. Mais il y a deux grandes œuvres qui restent au programme et qui sont représentées non seulement par un seul cours, mais par souvent une palette de cours sous divers intitulés. C'est le Manyoshu, d'une part, le Manyoshu, donc, qui est la grande anthologie poétique du milieu du 8e siècle. On la date de 759 parce que c'est le dernier poème datable qui soit inséré. Un texte extrêmement difficile dont j'ai déjà parlé, dont je vous ai décrit très brièvement par un exemple précis la vogue qu'il a encore au Japon. Donc vous avez des cours sur le Manyoshu et vous avez d'autre part systématiquement lorsque c'est vraiment une ville tout à fait réduite, mais la plupart du temps, plusieurs cours, et quand je dis plusieurs, ça peut être 3, 4, 5 cours sur divers aspects du Genji Monogatari. C'est-à-dire que dans ces centres culturels commerciaux, enfin à buts commerciaux, et je dois ajouter que ça dépend des centres. J'ai fait une rapide enquête sur les villes japonaises, mais le rapport entre Manyoshu et Genji Monogatari est souvent de 1 à 3, 1 à 5. Vous avez parfois plusieurs cours sur le Manyoshu, mais lorsqu'il y a plusieurs cours sur le Manyoshu, vous en avez 2 fois plus sur le Genji Monogatari. C'est vous dire la vogue de ce texte, qui est extrêmement, nous reviendrons là-dessus évidemment par des exemples concrets, mais qui est extrêmement difficile à comprendre pour les Japonais modernes. Il est écrit dans une langue tout à fait particulière, qui ne peut être comprise de façon passable, je dirais, qu'au terme d'une formation assez poussée. Alors, je voudrais présenter ici, m'attarder sur 2 ou 3 points dans cette introduction générale qui doivent nous arrêter un peu avant de commencer. D'abord, alors c'est une réaction, je dirais, presque épidermique. Dans notre époque où ce qu'on appelle le déconstructionnisme fait rage, il y a, et on essaye d'ailleurs très souvent à bon escient, de déconstruire, de montrer le caractère artificiel de la notion de littérature, surtout de littérature nationale, de littérature de tel ou tel pays. Ça, c'est d'abord appliqué aux littératures européennes, et bien sûr, les littératures du reste du monde ont suivi, et en particulier au Japon, où les thèses déconstructionnistes ont eu énormément de popularité. Et l'une des premières cibles, justement, a été le concept d'histoire de la littérature, de littérature même au Japon, puisque, comme vous le savez, le terme de bungaku, la littérature, ce qui traduit le terme occidental de littérature, enfin, je ne vais pas entrer parce que dans les détails, mais sachez, vous vous rendez bien compte qu'en Occident même, en Europe, en tout cas, le mot même de littérature, le terme même de littérature tel que nous l'entendons, est éminemment moderne, comme des autres termes que nous croyons fondamentaux, comme religion, etc. Les acceptions dans lesquelles nous les entendons actuellement sont des acceptions qui ont été élaborées au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Le concept d'histoire de la littérature aussi, l'un des premiers grands exemples d'histoire littéraire
c'est l'histoire de la littérature anglaise d'Hippolyte Taine qui date de 1863, n'est-ce pas? Ce concept de littérature nationale où l'on essaye de définir une langue, un peuple, une littérature. Et évidemment, ça fait beaucoup lors du XIXe siècle, cette période romantique où l'on essayait justement d'élaborer une langue et une nation en même temps, et au Japon ça a particulièrement réussi, comme vous le savez, élaborer une notion d'histoire littéraire sur les modèles occidentaux s'est montré extrêmement fructueux dans cette perspective. Si bien qu'à la fin du XIXe siècle, c'était vraiment dans la foulée donc, de ce qui se passait en Europe. Et encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous parlons beaucoup de Meiji par force cette année ou l'an dernier. Et Meiji, la modernisation japonaise, n'est-ce pas, l'occidentalisation du Japon, arrive au moment où le reste du monde se modernise aussi, s'occidentalise. C'est-à-dire que le décalage entre la modernisation japonaise et la modernisation des États-Unis et de l'Europe est très limité. La photographie arrive au Japon quasiment en même temps qu'en Europe. Le téléphone, très peu de temps après l'invention, etc. Donc l'histoire de la littérature est aussi dans cette vague de modernisation, et elle arrive quasiment quelques décennies après son apparition systématique dans le sillage du romantisme nationaliste européen. Et je vous recommande ces deux livres très intéressants que vous lirez à loisir, qui examinent en profondeur le phénomène et d'un regard tout à fait critique. Il y a eu une conséquence, malheureusement, que je trouve regrettable de cette histoire critique de la littérature, c'est qu'au Japon, en effet, l'histoire de la littérature veut dire établir un corpus littéraire, établir un corpus de classiques, un classique dans les deux sens, le sens plus ancien qui était le sens de ce qui représente l'élite, de ce qui est à choisir, et puis au sens plus trivial, mais qui est tout aussi important, des textes qui s'étudient en classe, avec un système d'éducation à l'occidental, le système occidental qui apparaît au Japon. Le classique devient quelque chose que vous devez étudier en classe. Il faut constituer un corpus classique. Bien évidemment, les historiens de la littérature japonais, puis les historiens de la littérature japonaise occidentaux ont accordé une place prééminente au Genji Monogatari. Et c'est là que s'est produit une sorte de malentendu dans cette déconstruction actuelle du concept d'histoire de la littérature. Eh bien, on essaye de se débarrasser du Genji en même temps. C'est-à-dire qu'on dit que la place du Genji Monogatari comme texte fondamental de la culture japonaise est une construction moderne. Et vous retrouvez cela aussi bien en anglais qu'en français, qu'en japonais même, chez de nombreux historiens, et pas des moindres. Or, c'est une erreur tragique, et je voudrais montrer que dès le début, nous verrons dès la semaine prochaine, dès le début de son apparition, le Genji Monogatari a eu une place tout à fait singulière dans la culture japonaise. Et d'ailleurs, c'est aussi une incidente que je dois mentionner parce que vous verrez que nous aurons, c'est aussi d'ailleurs l'un des axes de ce cours, cette élaboration d'une histoire de la littérature japonaise a eu au Japon les mêmes conséquences et sans doute les mêmes causes, puisqu'il y a une certaine quand même imitation de ce qui s'est passé en Europe, donc qu'en Europe, c'est-à-dire qu'on a, je vous ai dit, une langue, une nation, une littérature. On a fait comme les historiens européens qui ont dégagé une littérature française au forceps en quelque sorte, en la séparant de l'aspect de la langue latine qui était jusqu'au XVIIe siècle en France une partie tout à fait importante de la littérature française et européenne en même temps. Vous voyez que dès qu'on fait intervenir la notion de littérature latine, la littérature latine qui était en Europe
vivante jusqu'au XVIIIe siècle. Dès qu'on fait intervenir ce concept, la construction de littérature nationale s'estompe, voire disparaît, parce que les relations ne sont plus du tout les mêmes entre les pays européens, les écrivains européens d'expression latine et les écrivains européens d'expression nationale, pour ainsi dire. Et les Japonais ont fait exactement la même chose, et je dirais à moins bon escient que les historiens européens de la littérature, parce qu'on pouvait soutenir, en effet, et souvent, vous savez, les histoires anciennes de la littérature française sont montrées comme une sorte de lutte contre le latin, d'une élaboration d'une nation contre le latin. Mais le latin, il est vrai que depuis Descartes, il avait beaucoup moins d'importance en France en tout cas. Mais au Japon, on a pris exactement la même attitude dans un contexte historique qui était tout à fait différent, puisqu'on a en effet élaboré la notion de langue nationale, j'y reviendrai, comme porteuse de la littérature nationale, et il a fallu écarter l'équivalent plus ou moins exact du latin pour le Japon, c'est-à-dire le chinois classique. Mais à l'époque où l'on faisait où ces histoires de la littérature ont paru, à la fin du XIXe siècle, le chinois classique était encore une composante très importante de la littérature, de ce qui s'écrivait au Japon. Si bien que là encore, on a essayé de séparer quelque chose qui était en symbiose, exactement de la même façon que le Shinto et le bouddhisme ont été séparés de façon tout à fait arbitraire lors des réformes de Meiji, n'est-ce pas? Donc on a cette même illusion d'optique qui fait qu'on ne voit pas que la chanson de Roland, qui peut être, enfin c'est difficile de dater cela, mais la chanson de Roland du XIe siècle est quasiment contemporaine de l'Alexandréide de Gauthier de Châtillon, n'est-ce pas, enfin disons à un siècle près, qui est écrite en latin et qui est tout aussi importante pour la culture européenne. De même, on parle de Du Bellay comme représentant de la Pléiade. Du Bellay a la moitié de son œuvre en latin, mais ça, on n'en parle jamais. C'est un peu la même chose qui s'est passé au Japon, et on a, bien sûr, on a refait une écriture, un roman national en quelque sorte, dont les grands repères sont le Manyoshu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis bien sûr le Kokinshu, que vous connaissez bien par les cours qu'on a fait ici depuis, qui a été compilé en 905, présenté à la cour en 905, et puis ensuite le Genji Monogatari, qui date du siècle suivant, des environs de l'an 1000. Alors, évidemment, cette mise en valeur moderne du Genji Monogatari s'est accompagnée de la définition, ce que je viens de vous dire, de la définition d'une langue nationale, ce qu'on appelle le kokugo en japonais, qui existe aussi, une expression qui existe aussi en chinois sous le goyu, n'est-ce pas, et qu'on retrouve en vietnamien, etc., pour distinguer, pour définir, et qu'on retrouve même en chinois d'ailleurs, en chinois pour désigner le chinois, mais en Chine, il semble que la première occurrence, alors bon, je n'entre pas dans, si je remonte dans la littérature ancienne, on ira très loin, vous savez que le Kokugo était aussi le titre d'un texte chinois ancien, mais là je m'arrête à l'époque moderne. Les premières occurrences du terme de Kouyu en chinois, ce n'est pas pour désigner la langue chinoise moderne, c'est pour désigner le manchu. C'est dans les textes chinois. C'est-à-dire que le terme de langue nationale est un peu trompeur. On traduit souvent Kouyu ou Kokugo par langue nationale, mais comme le montre bien le terme de manchu, c'est par opposition au chinois. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre le terme de koku, n'est-ce pas, ce qu'on traduit par pays, royaume, etc., un peu dans le même sens qu'il était pris dans un très ancien texte chinois, le Shijing, le livre des Odes, et dont la première partie s'appelle le Guofeng, n'est-ce pas, Kokufu, c'est-à-dire les modes des régions.
C'est-à-dire que Kokumo a certainement, dans ses acceptions, a le sens plutôt de langue locale, de langue régionale, par opposition à la langue universelle qui était le chinois classique. Donc, mais ce terme a été pris au Japon et on lui a donné le sens moderne de langue nationale. Et évidemment, le Genji Monogatari devenait un monument de la langue nationale contre le Kambun. Que cette idée subsiste, c'est une chose évidente. Vous savez que on a fêté en 2008, donc il y a 10 ans maintenant, et on peut dire que le cours de cette année pour célébrer le 1010e anniversaire du Genji Monogatari, on a célébré en 2008 le millénaire du Genji Monogatari. C'est la troisième ligne ici, Genji Monogatari Sennenki, qui a donné lieu à toute une année, au-delà même d'une année de célébration, de colloques, etc. Et non seulement cela, mais on a institué. Alors oui, on a pris 2008, donc 1008 comme symbole du millénaire, parce que dans le journal de l'auteur du Genji Monogatari, de Shimurasaki Shikibu, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine plus en détail pour les termes, pour la présentation du livre, on a trouvé, il y a une entrée où elle parle explicitement du livre qu'elle est en train d'écrire, enfin du texte qu'elle est en train d'écrire, et on a estimé que c'est une attestation suffisante pour établir que c'était 1000 ans. Bon, ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas? Il y a une histoire célèbre sur Staline qui avait institué le 500e anniversaire de l'élaboration de la grande épopée Kalmouk, le Djangard, alors que c'était quelque chose qui remontait au mieux à 2 siècles. On a fêté à la Sorbonne le 800e anniversaire de la Sorbonne dans des conditions qui étaient tout à fait bizarres parce qu'on ne savait pas à quoi ça rime. Donc le 1008-2008 a quand même au moins l'attestation de l'auteur elle-même. Et ça a donné lieu à toutes sortes de choses. Là, je vous donne quelques illustrations. Vous voyez, il y a eu bon, la photo est un peu écrasée, mais des symposiums, des colloques internationaux. Il y a eu toutes sortes de voyages, parcourons à pied les sites du Genji Monogatari, n'est-ce pas? Et puis, vous avez le comité du Genji Monogatari du millénaire du Genji, et il y a eu même une série, c'est un peu une série en dessin animé qui a été très célèbre, le Genji Sennenki, et vous voyez, c'est le comble de l'injure, je trouve, le titre est en caractère latin. Enfin bon, mais c'est pour vous dire que cette année a été extrêmement célébrée et elle a donné lieu à quelque chose de très particulier pour vous dire que ce que je vous décris est quelque chose de très persistant. C'est la deuxième ligne ici. On a institué en 2009, je crois, donc l'année suivante, le Koten no Hi, la journée des classiques, où l'on a... alors, au début, il avait été question, c'est le comité de célébration du millénaire qui avait pensé, semble-t-il, fêter spécifiquement le Genji Monogatari, mais on s'est dit que quand même c'était un peu restreint, si bien qu'on a fait la journée des classiques, où c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, parce que ça correspond, alors, avec un petit artifice calendérique, ça correspond à la date de l'entrée de la notice de l'auteur du Genji, Murasaki Shikibu, dans son journal. C'est une date qui correspond au 1er novembre 1008. Donc on en a fait la journée des classiques, où l'on célèbre non seulement le Genji Monogatari, mais en particulier le Genji Monogatari, mais tous les classiques de la littérature japonaise, mondiale, et même les classiques disons, les manifestations classiques de l'art, comme la calligraphie, etc. Donc vous voyez que cette idée du Genji comme construction moderne, il serait très facile de l'illustrer et de la critiquer. Il est évident que le Genji Monogatari, comme classique par excellence de
littérature japonaise est aussi une construction du XIXe siècle. Mais ce n'est pas que cela, et c'est aussi ce que nous allons voir au fil de ces cours, parce qu'il est évident que le Genji a été dès le début, très tôt, et nous verrons dès la semaine prochaine, n'est-ce pas, quelques attestations, a été très tôt considéré comme une œuvre majeure, et elle l'est restée. Ce qui me fait revenir sur un autre point, qui est aussi une interrogation en cours. J'ai fait il y a quelque temps, organisé il y a quelque temps avec mon ami François Massé, un colloque sur les textes fondateurs, justement. Et évidemment, j'avais aussi en tête le Genji pour cela. Et d'ailleurs, Mme Telada Sumiye, qui est une de nos grandes spécialistes du Genji en France, avait accepté d'y participer. Et je me souviens que lorsque j'avais parlé de cette idée d'un colloque sur les textes fondateurs à Marc Fumaroli, que vous connaissez tous, un illustre collègue du Collège de France, et il m'avait dit en plaisantant, comme il le fait souvent, mais les textes fondateurs, mais il n'y en a qu'un, c'est Homère. Et ce n'est pas la peine de s'occuper des autres. Et d'un certain côté, il avait raison. Mais je voulais, lorsqu'on parle de l'Occident, n'est-ce pas, lorsque l'on parle de la littérature européenne, il est vrai que, plus encore que la Bible, si l'on supprimait Homère de l'histoire littéraire, il n'y aurait sans doute pas d'histoire littéraire. Mais ce que je voulais faire, disons, c'est parler des textes fondateurs de seconde dimension, des textes fondateurs secondaires qui ont produit une tradition et auxquels on se réfère constamment dans telle ou telle tradition. Le meilleur exemple pour l'Europe, c'est Virgile. Virgile qui est, si je puis dire, notre Homère, l'Homère de l'Europe, au point même qu'on pourrait se dire que à une époque où l'on s'interroge souvent sur ce qu'est la culture européenne, la notion même d'Europe, je dirais, l'Europe, c'est là où on a lu Virgile, n'est-ce pas? Et on peut se faire une cartographie de l'Europe de façon très significative à partir de cela. Et donc l'Énéide, et en particulier l'Énéide de Virgile, qui a vraiment informé les identités littéraires et nationales de tous les pays européens. Je ne reviens pas là-dessus, ça nous mènerait trop loin et ce n'est pas le propos. Il y a quelques années, justement, j'avais lu un livre, une sorte d'essai comparatif sur Virgile, et l'auteur, dont je tairai bien sûr le nom, qui se piquait de connaissances universelles, essayait de montrer les équivalents des divers épiques dans les diverses traditions que l'on pourrait rapporter à Virgile. Et pour ce qui est du Japon, enfin, il n'avait vraiment pas fait beaucoup de recherches. Tout ce qu'il avait trouvé à mentionner pour le Japon, c'était la vengeance des 47 Ronin, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle souvent au Japon le Hako Jiken, la première, qui est bien attestée par les films, qui était extrêmement populaire, qui a été le sujet de kabuki, de pièces de kabuki et de bunraku, mais qui en aucune façon ne peut même pas être considérée comme une épopée, et puis encore moins comme une épopée fondatrice au sens de l'Énéide. S'il avait dû choisir quelque chose, il aurait bien sûr pu choisir le Heike Monogatari. Le Heike Monogatari, la geste des Heike, n'est-ce pas, le roman des Heike, qui est bien postérieur au Genji Monogatari, mais dont j'y ferai allusion à plusieurs reprises. C'est en quelque sorte le pendant, le parallèle, le contraste du Genji Monogatari dans la culture japonaise. Et il est évident que c'était le Heike Monogatari qu'il aurait fallu choisir. Mais si l'on parle de textes fondateurs, c'est-à-dire au sens que je vais essayer de vous décrire,
Le Heike, certes, l'est dans une certaine façon, mais de façon bien moins profonde que le Genji Monogatari, qui peut vraiment être considéré comme un texte fondateur de la littérature japonaise, quel que soit le sens que l'on donne à la littérature, et pourquoi pas parler simplement de culture japonaise. Alors, comme vous le voyez bien, c'est vrai que plus que le Heike Monogatari, lorsque les historiens de la littérature ont parlé de classiques japonais par excellence, ils ont mentionné le Genji. Le Genji. Ça me rappelle un peu, je vous dis, je ne trouve pas que ce soit une attitude très efficace parce qu'elle donne prise à de nombreuses critiques, mais c'est à peu près la même chose que pour le philosophe japonais Nishida Kitaro, n'est-ce pas, qui est mort en 1945, lorsqu'il a publié son livre Zen no Kenkyu dans le premier tiers du XXe siècle. Ce livre a été salué comme enfin un texte philosophique japonais qui puisse être comparé aux textes philosophiques occidentaux. Vous voyez, on est exactement dans la même logique de comparaison avec l'Occident. C'est un peu, pour aller de l'autre côté de l'histoire culturelle, c'est un peu comme Gershwin aux États-Unis. Je me souviens que lorsque j'étais petit, j'avais vu un film sur Gershwin où l'on montrait que Gershwin était présenté comme un compositeur américain que l'on pouvait mettre en parallèle, opposé aux compositeurs européens. C'est un peu la même chose. On a vraiment instrumentalisé le Genji Monogatari à cause de, selon ses critères. Ce qui, bien sûr, nous empêche de regarder les qualités propres du Genji et qui ont fait que c'est un texte central dans la culture japonaise. Évidemment, on pourrait disserter longtemps sur ces problèmes, et je ne voudrais pas vous assommer de comparaisons qui ne sont jamais raison, mais malgré tout, il y a des choses. Revenons, si vous le voulez bien, quelques instants à l'Énéide, et d'ailleurs nous finirons sur Dante. Revenons quelques instants à l'Énéide et à un cas très particulier, justement de ce statut de texte classique, de texte classique en Europe par rapport à d'autres civilisations. Si l'on compare par exemple avec le judaïsme ou l'islam, il n'y a pas de problème. Le texte fondateur, on sait ce que c'est la Bible hébraïque, c'est le Coran. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux monuments fondateurs sont aussi des modèles linguistiques. C'est-à-dire que les traditions grammaticales qui ont été élaborées dans le monde musulman et le monde juif se sont fondées sur la langue du Coran, la langue de la Bible, comme modèle. En Occident, pas du tout. La Bible, que ce soit la Bible grecque des Septante ou la Bible latine de Saint Jérôme, la Vulgate de Saint Jérôme, ça n'a jamais été considéré comme des modèles de langue, bien au contraire, on a toujours passé son temps à décrier la mauvaise qualité linguistique. Les modèles de langue, c'était Homère, pour le monde grec, c'était Virgile, entre autres, pour le monde occidental. C'est-à-dire qu'il y a eu une double voie, en quelque sorte, des textes fondateurs. Les textes fondateurs religieux, les textes fondateurs littéraires. C'est un peu la même chose qui se produit au Japon de l'époque de Heian qui va nous retenir. Il y a des textes, et la situation est très complexe. Nous avons des textes religieux fondateurs, c'est-à-dire qui sont le fondement idéologique, le fondement spirituel et, d'une certaine façon, le fondement des représentations littéraires du Japon de l'époque, et en particulier, vous le savez tous si vous avez suivi ces cours, c'est le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus
qui est transmis en chinois au Japon et qui a fait l'objet, les produits dérivés, si j'ose dire, du Sutra du Lotus, c'est la poésie bouddhique japonaise qui s'est exprimée en langue japonaise sous la forme du waka et qui a reconstitué une tradition qui se fonde donc en dernière analyse sur les textes bouddhiques, mais qui est devenue une tradition nationale. Mais c'est un texte étranger. En même temps, à cette époque où le Sutra du Lotus est vraiment le bruit de fond de la culture japonaise, c'est-à-dire autour de l'an 1000, apparaît le Genji Monogatari. Le Genji Monogatari, lui, est écrit entièrement en langue japonaise. Et c'est là qu'on pourrait faire revenir le contraste avec le Heike Monogatari, la geste des Heike. Les deux sont des monuments de la langue japonaise, mais ce sont des monuments tout à fait différents. Ils sont même opposés l'un à l'autre. Le Heike Monogatari est un texte purement japonais, et d'ailleurs plus facile à comprendre pour les Japonais modernes, même à l'audition et en tout cas à la lecture, que le Genji Monogatari, parce qu'il annonce déjà de nombreuses marques stylistiques du japonais, même contemporain, c'est-à-dire que c'est un mélange de vocabulaire chinois, donc de vocabulaire sino-japonais, et de syntaxe japonaise. Une syntaxe, somme toute, assez, je ne veux pas exagérer la facilité du Heike Monogatari, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais une syntaxe, somme toute, facile d'accès. Le Genji Monogatari est l'opposé. Les deux ont la même dénomination de roman, de monogatari, de narration, de narration d'événements, monogatari, n'est-ce pas, ou de personnages. Et le Genji, lui, stylistiquement, est un autre monde d'où le vocabulaire chinois trop évident est écarté. Vous ne trouverez pas les amas de composés sino-japonais que vous avez dans le Heike Monogatari. La langue est beaucoup plus fluide, la syntaxe beaucoup plus complexe, la morphologie aussi. Mais c'est un modèle de langue qui va être beaucoup plus difficile à imiter que le Heike Monogatari. Le Heike Monogatari, en fin de compte, on pourrait dire que son style est le style narratif qu'on retrouverait chez les romanciers japonais de l'époque d'Edo, n'est-ce pas, comme Bakin, enfin, des gens comme cela. Donc, c'est bien que si l'on parle d'une sorte de spécificité de la langue japonaise par opposition à la langue chinoise, le Genji Monogatari devient l'emblème de cette originalité, bien plus que le Heike Monogatari, et en même temps, les deux textes sont aussi bouddhiques l'un que l'autre, mais pas de la même façon, comme j'essaierai de le montrer. Le Genji Monogatari est un texte qui dissimule bien plus de choses que le Heike Monogatari. Et là aussi, il va falloir nous interroger sur cette fonction, je dirais, occulte du Genji Monogatari et les intentions de l'auteur qu'il y a derrière. Alors, j'aime bien les synchronismes. Je vous ai souvent mentionné l'un des hasards les plus extraordinaires qui est que la version chinoise du Sutra du Lotus a été achevée par Kumarajiva aux alentours de l'an 406, exactement la même année où Saint Jérôme achevait sa révision de la Bible latine, n'est-ce pas? Ça n'a absolument aucun rapport, mais je trouve que dans l'histoire universelle, c'est tout à fait intéressant de voir que deux textes très proches l'un de l'autre par leur fonction, c'est-à-dire un texte secondaire par rapport au texte original, n'est-ce pas? La Bible hébraïque d'un côté et le sanskrit du Sutra du Lotus de l'autre, passe dans une langue secondaire, le latin et le chinois, pour devenir après le médium, l'instrument par lequel cette pensée se diffuse de façon, sur une échelle bien plus grande que l'original. Eh bien, à la même époque que le Genji Monogatari, mais pratiquement, je ne dirais pas jour pour jour, parce que on ne sait même pas quand est morte Murasaki Shikibu, enfin, on peut penser qu'en 1020,
Enfin, ça dépend. Il y a des gens qui pensent qu'elle est morte autour de 1010, d'autres qu'elle serait encore vivante en 1030, 1031. Alors, je n'entrerai pas là-dedans, mais à l'époque où paraît le Genji Monogatari, apparaît en Perse le fameux Livre des Rois, n'est-ce pas, le Livre des Rois, le Shahnameh de Ferdowsi, que tout le monde connaît au moins de nom. Et Ferdowsi est mort probablement en 1020, c'est-à-dire que l'une des années possibles de la mort de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas? On a vraiment un... Et il a cessé d'être... il était le Shahnameh, qui est une énorme épopée qui fait 100 000 vers, n'est-ce pas? On n'est pas dans les mêmes dimensions, a été achevé en 1010 à peu près. Donc vous voyez, 1008 pour le Genji, la date un peu artificielle du Genji, 1010 pour le Livre des Rois de Ferdowsi. Et là aussi, on a quelque chose de très particulier. Et vous voyez, cet an 1000 donc des deux côtés de l'Eurasie est très riche. Parce que qu'est-ce que fait Ferdowsi dans son Livre des Rois? Il fait renaître la langue persane. Vous savez, la Perse avait été conquise par l'islam, les Iraniens, irano-persans étaient devenus musulmans, la langue sacrée était l'arabe, mais il y a eu une réaction culturelle très forte, peut-être l'une des plus fortes du monde musulman, qui n'était pas contre l'islam, mais contre l'arabisation. Et Ferdowsi a fait ce monument de la langue persane qui reprend la mythologie de la Perse ancienne en langue perse moderne, mais surtout avec quelque chose qui va nous rappeler des phénomènes japonais. Il a évité autant que possible, quasiment systématiquement dans son poème, le vocabulaire arabe. C'est-à-dire que le Livre des Rois est écrit entre guillemets, en pur persan. Et de la même façon, si l'on contraste le Heike Monogatari et le Genji Monogatari, l'originalité du Genji par rapport au Heike et à d'autres textes de l'époque, c'est non pas la suppression du vocabulaire chinois, il y en a encore beaucoup, mais l'incomparable réduction de la proportion de ce vocabulaire dans le texte. On peut lire des paragraphes entiers sans pratiquement aucun mot chinois. En tout cas, aucun mot chinois qui fasse obstacle à la compréhension. Il y a suffisamment d'obstacles à la compréhension par ailleurs dans le texte. Donc, vous voyez que on peut en effet considérer le Genji Monogatari comme un monument de la langue japonaise pour la langue japonaise. Et certains ne s'y sont pas trompés. Et j'espère avoir l'occasion, dans une prochaine année, de revenir sur la personnalité de l'avant-dernier non cité ici, qui est Motoori Norinaga, que vous connaissez déjà. Vous voyez qu'il est de l'extrême fin de l'histoire japonaise d'avant la modernisation. Il est mort en 1801. C'est le grand chantre de ce on pourrait appeler le nationalisme japonais, ce qu'on appelait le kokugaku, justement, l'étude du pays, l'étude du royaume, l'étude nationale, le même mot que dans kokugo tout à l'heure, vous voyez le lien entre les deux. Et justement, Motoori Norinaga a porté aux extrêmes cette aventure sino-japonaise, n'est-ce pas, dont je vous parle depuis le début de mes cours au Collège de France. C'est lui qui a subverti le rapport, puisque on pourrait dire que jusqu'à l'époque d'Edo, il y a une certaine reconnaissance du chinois comme langue centrale. Motoori Norinaga inverse le rapport et fait du japonais une langue proprement divine, bien au-dessus du chinois. Il se réfère pour cela à un autre texte fondateur dont on a parlé mon collègue et ami François Massé dans un colloque que nous avons fait sur ce thème. Donc, il se réfère au Kojiki. Le Kojiki, vous savez, c'est le premier texte japonais, le premier texte sino-japonais, mais extrêmement japonisé. On ne peut pas le lire en chinois, n'est-ce pas? Il faut le lire en sino-japonais pour pouvoir le lire, qui date de 712. Et ce texte
fondateur n'en était justement pas un, parce qu'il a été occulté, on n'a pas parlé de lui pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'il soit remis à l'honneur par les nationalistes japonais du XVIIIe siècle, et en particulier par Motoori Norinaga, qui en a fait, qui l'a vraiment reconstitué comme texte central de la culture japonaise. Et c'était étroitement lié à la notion de ce qu'on appelle de ce que Motoori Norinaga remet à l'ordre du jour à partir de quelques citations anciennes du Manyoshu, ce qu'on appelle le Kotodama, ce qu'on pourrait appeler l'âme de la langue, l'âme de la parole, n'est-ce pas, l'esprit de la langue, la force vitale du langage, etc., dont Motoori Norinaga fait la caractéristique de la langue japonaise. Il fait du Austin avant l'heure, si vous voulez, en disant le japonais diffère des autres langues dans la mesure où les paroles japonaises sont vraiment efficaces, c'est-à-dire elles sont porteuses de force, d'efficace presque magique. Mais à part Motoori Norinaga a aussi commenté le Manyoshu. Mais l'autre grande œuvre de Motoori Norinaga, c'est son grand commentaire du Genji Monogatari. Il a consacré de nombreuses années à faire l'un des plus grands commentaires du Genji qui soit, et il est très intéressant de lire, il en a fait aussi des sortes d'épitomées, n'est-ce pas, de résumés. Il est très intéressant de le lire parce qu'il a, en mettant, je reviendrai là-dessus plus tard, mais en mettant en exergue certains aspects du Genji Monogatari, il en a aussi caché d'autres, en particulier l'aspect bouddhique. Ça ne l'avantageait pas du tout dans ses idées nationalistes, puisqu'il était violemment anti-bouddhique, n'est-ce pas? Enfin, il est devenu violemment anti-bouddhique au nom du Shinto, le Shinto étant la langue, de même qu'il y avait une langue nationale, il y a une religion nationale, et c'est le Shinto qui rejette tous les éléments bouddhiques qui étaient présents au Japon. C'est très difficile de faire cela avec le Genji Monogatari. Norinaga, pourtant, il réussit nous reverrons ça plus tard, en mettant au centre de son interprétation du Genji des notions qui sont en réalité des notions bouddhiques cachées, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons bien que avant cette définition du Genji Monogatari comme classique au sens occidental de la littérature japonaise, c'était un texte qui avait une grande importance dans la littérature, dans la culture japonaise, puisque bien sûr le terme de littérature n'existait pas en tant que tel. Mais si ce n'était pas un classique, c'était quand même un modèle de langue, d'écriture sur lequel nous reviendrons. Alors, je voudrais aussi insister sur le dernier point de ces textes fondateurs dans le sens dans lequel je l'entends, c'est qu'un texte n'est fondateur que dans la mesure où il est fondé lui-même, où il se fonde sur quelque chose. Et on voit, alors évidemment, avant Homère, on ne sait pas, comme le disait je ne sais plus quel poète français, le monde naît, Homère chante, n'est-ce pas? On pensait que c'était la première. Donc, on sait maintenant qu'il y a eu des gens avant Homère, des sources, enfin, on croit le savoir. Mais si nous reprenons l'Énéide, qui est le texte fondateur de l'Europe, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, du point de vue culturel. L'Énéide est en réalité un démarquage, un retravail du corpus homérique. Comme vous le savez tous, il y a 12 chants dans l'Énéide. 6 chants reprennent le modèle de l'Odyssée. Il inverse le rapport chronologique. Les 6 premiers chants reprennent le modèle de l'Odyssée. Les 6 derniers chants reprennent le modèle de l'Iliade. Et c'est parce que c'est un texte qui s'est fondé sur Homère que l'Énéide, forte en quelque sorte de cette puissance littéraire homérique, peut devenir un texte fondateur en Occident. Si nous en venons à Dante, n'est-ce pas, dont nous célébrerons en 2021
le 700e anniversaire de la mort. Il est mort en 1321, alors préparez-vous déjà, on entendra beaucoup parler de Dante dans 2 ans d'ici. Et comme vous le savez, Dante rencontre aux enfers celui qui va être son guide jusqu'à la sortie du purgatoire, Virgile, n'est-ce pas? Et il l'appelle ainsi. Ah, c'est toi ce Virgile, c'est toi Virgile, cette source qui a diffusé un si ample fleuve de paroles. Tu es mon maître et mon auteur, tu sais celui de qui j'ai pris le beau style qui m'a fait tant d'honneur. Et donc il se situe, Dante, qui est peut-être le texte fondateur par excellence de la littérature italienne et d'une bonne partie de la littérature occidentale, il se situe vraiment dans une continuité. Il se fonde sur Virgile. Et puis, dans le dernier paragraphe de la Vita Nuova, qui est un texte antérieur de Dante, il annonce ce qu'il va faire. Il est conscient donc de se situer dans une tradition, et puis en même temps, il est conscient de sa capacité d'innovation, comme on dirait maintenant. Et il finit la Vita Nuova, vous savez, qui est la relation de son amour pour Beatrice. Il dit donc, si bien que avec la volonté de celui qui a permis à tout, celui vers qui toutes les choses dirigent leur vie. Donc, si sa volonté est que ma vie dure quelques années encore, j'espère de dire d'elle, de Béatrice, ce qui n'a jamais été dit auparavant d'autres femmes. Il y a ce côté vraiment, il sait ce qu'il fait. Eh bien, d'un certain côté, le Genji Monogatari va reprendre cette même dialectique. Je pense, il est évident que l'auteur d'abord s'appuie sur une tradition littéraire qui existe avant elle. Ça a été suffisamment démontré, on le sait bien, mais aussi il y a cet appui beaucoup moins évident, mais qui est démontrable, et démontrable de la façon la plus concrète, comme vous le verrez. Elle s'appuie aussi sur le Sutra du Lotus et sur d'autres textes bouddhiques de l'époque. Je ne suivrai pas certains qui vont encore beaucoup plus loin que ce que je vais faire dans cette démonstration, mais en tout cas, la présence en arrière-plan du Sutra du Lotus est évidente, et elle va faire du Genji Monogatari une œuvre qui est unique justement dans cette relation avec les sources scripturaires, avec les sources bouddhiques chinoises antérieures, et va donner naissance à une tradition parallèle dont on peut retrouver les fondements religieux de façon très claire si on se donne la peine de le faire. C'est à peu près donc c'est la façon dont je vais procéder cette année. Ce ne sera pas une explication de texte sur le Genji Monogatari. Vous savez que le Genji est maintenant... On a la chance d'avoir... nous avons une traduction française de René Siffert que vous pouvez trouver dans certaines librairies. Elle a été rééditée récemment. Elle a été rééditée aussi sous forme de beaux livres, et ça aux éditions Diane de Cellier, mais je crois que c'est maintenant... je ne sais pas si il est possible de se le procurer, mais avec une riche iconographie qui a été faite, entre autres, par... Stella Ligeri-Bauer, n'est-ce pas, qui est une grande spécialiste de l'art médiéval japonais. Je vous invite à regarder, peut-être à regarder cette tradition en bibliothèque. Pour ceux qui connaissent l'anglais, on est beaucoup plus gâtés, parce que je dois dire que certains lecteurs français trouvent un peu lassant le style un peu classicisant de René Siffert. Il y a en ce moment
une équipe, je vous en reparlerai plus en détail, une équipe autour de l'INALCO qui traduit de façon collective le Genji et qui avance relativement rapidement, mais je pense qu'il faudra encore une petite centaine d'années avant qu'on arrive à finir je ne m'en moque pas du tout, parce que vous savez que je m'occupe du dictionnaire encyclopédique du bouddhisme chinois et japonais, le Hobo Gilin, et là, il faut 300 ans encore. Alors mais pour ceux qui connaissent l'anglais, et c'est très symptomatique, vous avez 4 traductions anglaises, je vous les donnerai la prochaine fois, dont la première date des environs de 1925, soit de Arthur Waley. Je reviendrai là-dessus parce que vraiment cette histoire de traduction du Genji est tout à fait passionnante. Et la dernière date de 2017, je pense, de Washburn. Et entre les deux, vous avez Zeidensticker, qui a été aussi que vous connaissez comme le traducteur de Kawabata Yasunari, n'est-ce pas? Et puis aussi Royal Tyler. Malheureusement, ces cours sont enregistrés, mais je vais quand même me permettre de dire, je pense que ceux qui veulent faire une étude à la fois, enfin une lecture agréable du Genji, mais qui soit aussi fondée philologiquement, devraient se référer à la traduction de Royal Tyler. C'était le traducteur, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est lui qui a traduit aussi, voilà, c'est lui qui a traduit le livre de Suzuki Sadami, n'est-ce pas, Royal avec 2 L, n'est-ce pas, Tyler. C'est très symptomatique que dans une période relativement rapprochée, je pense que la traduction de Zeidensticker date des années 80, et Washburn 2017. Donc en 30-40 ans de temps, vous avez 3 traductions d'un texte énorme et très difficile, ce qui montre que le sujet est inépuisable. Je reviendrai aussi sur quelque chose qui nous arrêtera plus longuement, et en particulier dans le séminaire, sur les traductions chinoises, qui sont un tout autre problème et bien plus fascinant. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'était une introduction générale. Je voulais donc simplement, d'un certain côté, régler mes comptes avec cette histoire du déconstructionnisme du Genji, le remettre bien comme texte fondateur, et puis annoncer que notre position, notre point de vue sera un peu original par rapport aux autres. Je vous rappelle que le séminaire aura lieu à partir de cet après-midi, ici au Collège de France, en salle 4. Il va être, une fois encore, je vous rappelle, le séminaire est sur des textes originaux, en chinois et en japonais. Donc il vaut mieux connaître, classiques les deux, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux les connaître pour y participer. Mais c'est de 4h à 6h, oui, de 4h à 6h, voilà. Le séminaire dure 2 heures, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons entrer de façon beaucoup plus concrète dans les textes. Merci beaucoup.